Alors, on arrive au prochain segment. Écoutez, quand l'économie va mal, on peut dire que ça ne va pas super bien présentement, là, bien, on voit des entreprises fermer ou faire faillite. C'est triste, mais ça l'arrive. Malheureusement, quand il y a un régime de retraite qui est en place, bien, ça se peut qu'il ne soit pas toujours bien financé. Et ça se peut que quand l'entreprise se met sous le chapeau de la loi avec les arrangements avec les créanciers, bien, c'est possible que la situation du régime de retraite empire pendant cette période-là. C'est là qu'on va voir, quand il y a une faillite, qu'on va voir des travailleurs, des retraités, voir leur rente réduite de 10, 20, 30 %. Quand tu es à la retraite, tu as fait couper ta rente de 30 % parce que le régime n'est pas solvable, bien, ce n'est pas acceptable, c'est même odieux. La FTQ fait campagne depuis 2008 pour que ça change. Il y a quelques syndicats aussi de la FTQ qui ont été très actifs dans cette campagne-là, notamment les métallos, Unifor, qui ont bien travaillé pour faire cheminer le message au niveau du politique. On peut dire qu'aujourd'hui, ça commence à porter fruit. En début de journée, je vous disais que peut-être qu'on aurait des bonnes nouvelles aujourd'hui pour le projet de loi C-228. Bien là, mais j'ai reçu d'autres indications que ça n'irait pas avant jeudi. Donc, on a passé go pour aujourd'hui, mais ça risque d'être jeudi. Donc, ça commence à porter fruit pour l'adoption d'un projet de loi qui va changer les choses. On a avec nous aujourd'hui, pour une seconde fois, Guillaume Grenier, qui est là pour nous parler de ce projet de loi-là. Il est déjà venu dans le passé, il y a quelques années. Le projet de loi n'était pas si avancé. En fait, il y en a eu à peu près 10 projets de loi du genre là, qui ont été déposés, puis finalement qui sont morts au feuilleton. Donc, Guillaume, il vient nous parler de quelque chose qui est vraiment plus concret aujourd'hui. Et je dois dire que Guillaume, c'est un habitué de la FTQ, des activités de formation de la FTQ. Il est avocat associé au cabinet Melançon, Marceau, Grenier, Cohen. C'est un cabinet qui est spécialisé dans le domaine du droit du travail, dont la mission est la représentation des travailleurs et des organisations syndicales. Alors, merci Guillaume. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de ce projet de loi C-228 qui arrive presque d'une minute à l'autre, comme disait Marie-Josée. Alors, en fait, je pensais même que le projet de loi serait potentiellement adopté la semaine dernière. Mais peut-être avez-vous vu dans les nouvelles, il y avait un débat qui se tenait au Sénat, parce que c'est l'étape à laquelle on est rendu, la troisième lecture au Sénat. Et donc, on parlait précisément du projet de loi C-228. Et malheureusement, les débats ont été interrompus parce que des sénateurs ont perçu, disait-il, une odeur nauséabonde dans l'enceinte du Sénat. Alors, ça a mis un terme aux délibérations du Sénat pour cette journée-là et ça a reporté les débats cette semaine. Je pensais qu'on aurait le punch de l'adoption pendant même que je parlerais, mais il semblerait que ce soit peut-être plutôt jeudi. Alors, sans plus tarder, je continue avec en fait une présentation d'abord du contexte avant de rentrer dans le cœur du projet de loi, quelques jalons de base. Bon, évidemment, quand on parle de prestations de retraite, il faut se rappeler, parce qu'on le sait, mais des fois, il y en a qui l'oublient peut-être, que les prestations de retraite sont une forme de rémunération différée pour des services qui ont déjà été rendus par l'employé. Et là, ce n'est pas simplement moi qui parle ou des militants, mais c'est bien la Cour suprême, donc, dans une décision. Donc, c'est quelque chose de largement reconnu, établi dans le droit canadien, québécois, tout ce que vous voulez. Et donc, l'autre aspect, c'est que quand on a acquis une pension en vertu des termes du régime et de la loi, éventuellement, on obtient un droit exécutoire, donc en théorie, qu'on serait capable de faire exécuter, donc pour qu'il soit réalisé concrètement, pour obtenir donc la valeur accumulée des prestations de retraite que la personne a déjà gagnées. Et le pendant de ça, du côté de l'employeur, pour les régimes à prestations déterminées, c'est qu'il a l'obligation légale. Donc, évidemment, c'est une obligation stricte qui est prévue dans la loi de verser les cotisations requises. Donc, on parle autant de cotisations d'exercice pour le fonctionnement normal du régime ou des cotisations d'équilibre pour amortir un déficit
ou encore, quand il y a une situation de déficit actuariel, d'assumer l'insuffisance des actifs, donc, et ça devient une dette pour l'employeur. Qu'est-ce qui se passe-t-il quand une entreprise se retrouve en situation de faillite, d'insolvabilité, et que le régime de retraite n'est peut-être pas dans une situation idéale, c'est-à-dire est en situation déficitaire? Je commence avec, parce qu'on peut voir deux volets, grosso modo, je vous dirais, dans ces situations-là. On peut voir un volet faillite qui pourrait mener éventuellement à la liquidation carrément des biens de l'entreprise. Et là, on vend puis on distribue l'argent selon un certain ordre de priorité. L'autre volet, c'est un volet de réorganisation, où on essaie de repartir l'entreprise sur de nouvelles bases pour la faire fonctionner. Et ça peut se faire, et on a deux lois qui s'appliquent, la loi sur la faillite et l'insolvabilité, qui prévoit les deux volets, le volet faillite et liquidation et le volet réorganisation. Et on a la LAC, la loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, qui prévoit essentiellement un volet réorganisation, quoique des fois ça finit en liquidation. Donc, quel est cet ordre de priorité qui prévaut actuellement, donc avant l'adoption du projet de loi C-228? On a, tout en haut de la liste, bien, la première chose que je devrais peut-être dire, c'est que, évidemment, tout ça se fait sur les biens de l'entreprise. Et il y a certains biens qui peuvent être exclus en vertu de fiducies ou d'autres instruments comme ça. Les fiducies dont je vous parle, il peut aussi y avoir des fiducies prévues par la loi. Elles sont maintenant très restreintes, très limitées. C'est essentiellement des fiducies pour des déductions à la source qui n'ont pas été versées au gouvernement. Donc, on parle du RPC, RRQ, de l'impôt, de l'assurance-emploi. Donc, ça, c'est tout en haut de la liste, les fiducies du gouvernement pour des déductions non versées. Ensuite, un droit de reprise de possession des biens pour des fournisseurs. Donc, c'est une catégorie très circonscrite. Et après ça, on entre dans ce qu'on appelle les super priorités, et c'est de ça que je vais vous reparler dans un instant par rapport au projet de loi C-228. On a quelques super priorités qui ont été introduites il n'y a pas si longtemps que ça pour un certain niveau de protection des salaires impayés. On vise une période de 6 mois avant la faillite, et on a un maximum pour la super priorité de 2 000 $. Mais ce n'est pas le montant qui va être obtenu, parce que maintenant, on a aussi ce qu'on appelle le programme de protection pour les salariés, qui vise un montant supérieur. Mais ça, c'est vraiment le montant qu'on vient geler, si vous voulez, à titre de super priorité. Et quand le gouvernement verse un montant en vertu du programme de protection des salariés, il vient se mettre dans la position de super priorité des salaires impayés. Qu'est-ce qu'on a comme autre super priorité? On a présentement déjà une super priorité pour les régimes de retraite, mais elle est très restreinte. Qu'est-ce qu'elle vise? Elle vise des cotisations salariales qui ont déjà été déduites, mais qui n'ont pas été versées. Elle vise des cotisations des employeurs pour les régimes à cotisation déterminée, pour ce qu'on appelle des RPAC, des régimes de pension agréés collectifs, qui est une nouvelle bébite fédérale. On vise pour les régimes à prestations déterminées uniquement ce qu'on appelle les coûts normaux, qui correspondent grosso modo aux cotisations d'exercice. Et on ne vise pas, et c'est ça qui est important, on ne vise pas les paiements spéciaux, qui correspondent à peu près aux cotisations d'équilibre, donc pour amortir un déficit sur une certaine période, ou le déficit actuariel lui-même. Ensuite, on a d'autres super priorités, par exemple celles qui seraient issues d'une tentative de réorganisation qui n'aurait peut-être pas fonctionné. Donc, on parle ici, par exemple, du financement temporaire. Des fois, vous entendez parler de DIP, c'est DIP Lender, ça rentre ici, ou d'autres charges de cette nature-là. Ensuite, on a les créanciers garantis, donc des gens qui ont des banques essentiellement, ou d'autres firmes d'investissement qui ont des hypothèques. Et ensuite, les créanciers non garantis, puis qu'on peut diviser en deux catégories. Il y a certains créanciers non garantis qui sont privilégiés par la loi. On peut parler de certains frais d'administration, des choses comme ça. Et des créanciers ordinaires. Et ce qui reste en matière de régime de retraite, qui n'était pas visé par la super priorité dont je vous ai parlé, qui était très limitée, qui visait juste
les coûts normaux qu'on appelle, bien, ça rentre dans les créanciers ordinaires. Or, en situation de faillite, de liquidation, après les créanciers garantis, normalement, il reste soit rien ou pas grand-chose. En termes de réorganisation, on a une autre mesure qui n'est pas une super priorité pour payer, mais qui, essentiellement, ça marche comme ceci. Quand il y a une proposition ou un plan d'arrangement pour essayer de repartir l'entreprise, on la soumet au tribunal et le tribunal doit l'approuver. Et il y a certains critères prévus dans la loi qui disent « le tribunal va l'approuver si ces conditions sont satisfaites ». Et parmi les conditions, il y a une condition qui correspond à peu près à la super priorité dont je vous ai parlé en matière de régime de retraite. Ce qui veut dire que, par exemple, sous la LAC, quand on propose un plan d'arrangement, il faut qu'on prévoie dans le plan d'arrangement que les coûts normaux du régime seront payés. Et le tribunal, en principe, doit vérifier la capacité de l'employeur de faire ces paiements-là. Et la seule exception, c'est s'il y a une entente entre toutes les parties et que l'autorité de retraite y consent, Retraite Québec, par exemple. Donc, avec quoi on se retrouve? On se retrouve dans un système où la protection, dans le fond, du régime de retraite en situation de faillite et d'insolvabilité est très faible, très réduite. Je vous ai mis une citation ici d'observateurs. En fait, ce qu'on nous dit ici, c'est que le financement qui est accordé aux entreprises, on fait un peu comme si l'employeur, qui a pourtant une obligation légale bien réelle d'assumer les dettes, d'assumer l'insuffisance des actifs, on fait un peu comme si elle n'existait pas parce que c'est comme si elle disparaît, elle s'évapore dans un contexte de faillite et d'insolvabilité. Arrive le projet de loi C-228, dont je vous parle maintenant. Alors, le titre abrégé, c'est « Loi sur la protection des pensions ». Certains d'entre vous savez probablement qu'il y a eu plusieurs tentatives au fil des ans. Je pense qu'on approche d'une quinzaine là, facilement là, au fil des années. Ça a été déposé en 2022, celui-là, et comme je vous disais tantôt, on était à l'étape ultime de la troisième lecture au Sénat. Donc, quel est l'objectif? Bien, évidemment, améliorer la protection des retraites en cas d'insolvabilité, avoir un meilleur filet de sécurité. De quoi on parle exactement? On parle essentiellement de régime de retraite à prestations déterminées, parce que je vous ai déjà dit tantôt que les cotisations, elles, d'un CD étaient déjà visées par la super-priorité. Donc, de quoi on parle vraiment, ce qui manque pour les régimes à prestations déterminées? On parle, et ça c'est très important, parce que ce n'est pas toujours tout le monde qui réalise, on ne parle pas juste de régimes fédéraux, hein? On parle vraiment de tous les régimes de retraite, qu'ils soient en vertu de la loi fédérale ou des lois provinciales, incluant évidemment le Québec. Et de quoi on parle? Bien, on parle des 12 situations que j'ai évoquées tantôt, soit des scénarios de liquidation ou des scénarios de réorganisation. Et on prévoit une protection pour ces deux volets-là. Il faut dire que quand la loi va être adoptée, si tout va bien cette semaine, je vous le dis peut-être, elle n'entrera pas en vigueur immédiatement pour ses principaux aspects. Les régimes existants à prestations déterminées, ils seront assujettis seulement à partir du 4e anniversaire. Donc, l'idée, c'était de se doter d'une espèce de période pour essayer d'améliorer les choses pour les régimes qui vont mal ou en tout cas de se préparer à l'application de la loi. Ça a joué un petit peu, là, le chiffre, dans le processus législatif. Il y en a qui voulaient 5, il y en a qui voulaient 3, puis finalement, ils se sont entendus sur 4. Et comment on arrive à ce résultat? Qu'est-ce qui est concrètement, quelle est la protection qui est donnée dans ce projet de loi-là? Eh bien, la super priorité dont je vous ai parlé tantôt pour les régimes de retraite, on l'étend à tout ce qui n'était pas couvert. Qu'est-ce que ça veut dire? On l'étend aux paiements spéciaux pour amortir le déficit et aussi au déficit lui-même, au passif ce qu'il appelle le passif non capitalisé ou encore le déficit de solvabilité. Donc, finalement, on couvre avec la super priorité tout ce qui n'était pas couvert déjà. On
on prévoit ce même mécanisme-là pour les conditions d'approbation d'une proposition d'un plan d'arrangement. Ce qui veut dire que si on veut présenter un plan d'arrangement, bien, il faut démontrer qu'on est capable de payer des paiements spéciaux, qu'on est capable de payer des sommes, le passif non capitalisé et le déficit de solvabilité. On prévoit aussi un rapport annuel du surintendant fédéral. Ce n'est pas précisé là, sur la diapo que vous voyez, mais en fait, ça vise uniquement les régimes fédéraux. Parce qu'il faut bien comprendre que c'est une loi fédérale dont on parle. Donc, elle peut viser tous les régimes en situation de faillite et d'insolvabilité parce que le Parlement fédéral a une compétence sur la faillite et l'insolvabilité. Mais le Parlement fédéral n'a pas une compétence générale sur tous les régimes de retraite, n'est-ce pas? Donc, voilà pourquoi le mécanisme de rapport sur la situation des régimes de retraite, leurs exigences de capitalisation, les mesures correctives, ne s'applique qu'aux régimes fédéraux. Certains font entendre des critiques, des commentaires, des appréhensions sur le projet de loi C-228. Je vais en aborder quelques-unes rapidement, puis peut-être, s'il nous reste du temps, on pourra en reparler s'il y a d'autres enjeux qui se présentent. Se pose la question du fameux prêteur temporaire dans des situations de réorganisation, donc une entreprise qui fournit du financement. Est-ce qu'elle va prendre le dessus sur la super-priorité de C-228? La question se pose, ce n'est pas entièrement clair pour moi, parce que le tribunal possède un pouvoir très étendu de donner une charge prioritaire à ce fameux prêteur temporaire en vertu de la LAC, et ça peut avoir priorité sur tout autre créancier garanti. Et techniquement, la super-priorité, c'est une créance garantie. Mais, par ailleurs, on dit de la super-priorité qu'elle a priorité sur toutes les autres créances garanties. Fait que là, qu'est-ce qui va prendre le dessus? Il y a une certaine ambiguïté là-dessus, à mon sens. Et il faut savoir aussi que sous la LAC, bien, la question se pose juste au moment où on soumet le plan d'arrangement au tribunal pour approbation. Or, rendu à ce point-là du processus, sous la LAC, bien, il y aura déjà eu des ordonnances du tribunal pour peut-être octroyer un financement temporaire. Donc, il faut voir comment tout ça va interagir. Un autre enjeu potentiel, c'est que, comme je vous disais, ça s'applique aussi à des régimes provinciaux. Et la façon dont la loi est capable de réglementer ça, c'est comme si on réimaginait un régime de retraite provincial comme s'il était régi par la loi fédérale sur les régimes de retraite. Or, c'est un exercice un peu ésotérique, je vous dirais, parce que les régimes de retraite sont évidemment pas régis de la même façon dans toutes les lois. Donc, il pourrait y avoir peut-être des difficultés d'application de ce point de vue-là. On peut aussi se demander comment le tribunal exactement va procéder pour évaluer la capacité de payer de l'employeur quand on soumet une proposition, un plan d'arrangement. Comment on va évaluer ça? Certains se posent la question à savoir est-ce que les régimes à prestations cibles, des régimes conjoints, des régimes interentreprises seraient assujettis à C-228? A priori, ça ne semble pas nécessairement le cas parce qu'il n'y a pas, en principe, il n'y a pas d'obligation de l'employeur dans ces situations-là d'acquitter, c'est-à-dire de dette envers l'insuffisance des actifs. Mais certains ont soulevé ces préoccupations-là, mais bon, à voir. Certains ont soulevé un peu un épouvantail, je vous dirais, d'une éventuelle contestation constitutionnelle, c'est-à-dire certains soulèvent l'argument que, justement, le Parlement fédéral n'aurait pas compétence pour agir comme il le fait parce qu'il est en train de jouer dans tous les régimes de retraite. Je ne suis personnellement pas convaincu à ce stade-ci de la force de cet argument-là parce qu'à mon sens, c'est vraiment un exercice qui se fait dans le cadre de procédures de faillite et d'insolvabilité. À mon sens, ça ne me semble pas trop controversé que le législateur fédéral a compétence sur ces matières-là. Donc, je ne suis pas certain que ça ira très, très loin, mais c'est possible qu'il y ait des contestations constitutionnelles par certaines personnes.
Alors, oui, je crois que j'ai fait le tour des sujets que je voulais aborder. Alors, on suit l'évolution, évidemment, des travaux législatifs. Si tout va bien, si tout se passe comme prévu, peut-être jeudi, on aura ce nouveau projet de loi en place.